Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un point sur le classement UCI, le point d'avril, fin mars, début avril. On va revenir un petit peu où on en est de la situation des points UCI. Quelle équipe s'en sorte bien, quelle équipe est en danger et quelle formation fait un mauvais début de saison également. Alors certes, certaines équipes ne sont pas vraiment en danger d'un point de vue classement UCI, mais c'est un petit peu inquiétant pour les 3 prochaines années pour ces formations-là et sur comment elles peuvent s'en sortir en World Tour. Et il va peut-être falloir se retrousser les manches au niveau du recrutement, et pas seulement pour Arkea, pas seulement du côté d'XDS Astana. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à faire un super fang, ça c'est seulement si vous avez les moyens dans les commentaires. Et puis nous, on commence tout de suite cette vidéo du maintien par le score de nos amis de chez UAE. UAE pour le moment, 76 844 points, ça c'est sur les 3 ans. On l'avait dit déjà l'an dernier qu'ils étaient largement sauvés. Alors on rappelle que l'an dernier on était à 37 000 points. Et bien au 1er avril on est déjà à 7 907 points, ce qui est déjà beaucoup. C'est plus du double de quasiment tous leurs challengers, à part 2 équipes qui arrivent à faire mieux que ça, 2-3 équipes, mais sinon c'est quasiment le double pour le moment. Donc c'est quand même très impressionnant sur la capacité de cette équipe à vraiment marquer des points. Du côté de la UAE, bon, on a enchaîné encore les victoires et les bons résultats du côté de cette formation, notamment grâce à Tadej Pogačar, mais pas seulement. On oublie, il ne faut pas oublier le collectif. Par exemple, à la semaine internationale Kopié Bartali, Jevine s'est imposé. Il y a eu également une victoire de Molano. Enfin voilà, il y a eu des victoires d'un petit peu partout. Je crois qu'il y a 11 ou 12 vainqueurs différents, je crois, chez UAE déjà. Sur les 30 coureurs de l'effectif, je crois qu'ils sont déjà à 12 vainqueurs différents. C'est dire quand même le niveau pour le moment de cette équipe. Et là, c'est quand même vraiment impressionnant du côté de la UAE Team Emirates. Donc oui, il y a un début d'année vraiment costaud. En un mois, parce que le dernier point que l'on avait fait, c'était le 4 mars. Donc en un mois, ils ont marqué 4000 points. Ils sont passés de 3008 à 7009. Donc plus de 4000 points de marqués en un mois. Donc c'est quand même très très impressionnant. C'est là aussi le meilleur score pour une équipe d'une équipe en World Tour. Deuxième formation, la Visma Leasebike. Alors on ne prend pas en compte le triplé à travers la Flandre. Je ne sais pas si on peut appeler ça un triplé, le 2-3-4 à travers la Flandre, parce que ça va marquer des points UCI. Bon, en même temps, ils n'étaient pas en... C'était pas un problème pour eux le maintien. Je pense pas qu'ils jouaient les points UCI à tout prix. Du côté de la Visma Leasebike, ça reste timide. Alors oui, Matthew Brennan a fait une très bonne semaine, par exemple, ce qui leur a permis de marquer quelques points, mais ça reste trop discret. Jorgensen, Van Aert n'ont pas été fantastiques, que ça soit à Gand, que ça soit au Grand Prix E3. Ouais, c'est pas suffisant. Et puis l'infirmerie, elle se voit là quand même d'un point de vue comptable. On a certes Ben Tullet qui a marqué quelques points, mais on s'aperçoit quand même du côté de cette formation qu'on a l'infirmerie qui vous compte énormément de points. L'abandon d'Olaf Koy par exemple, certainement clavicule normalement Olaf Koy. Enfin, vous voyez, il y a la moitié pas la moitié de l'effectif, mais il y a bien quand même un énorme tiers de l'effectif qui n'est pas disponible actuellement, parce que malade, parce que en méforme, parce que blessé. Il n'y a aucune autre équipe qui a ce chiffre-là. Donc forcément, en termes de résultats, c'est difficile. 3219 points depuis le début de saison. On est allé à quelque chose comme 8e, 9e équipe
c'est vraiment pas top du côté de la Visma, vu les moyens que l'on met du côté de cette formation. Alors c'est quand même mieux qu'en mars. En mars, on était à seulement 1000 points, donc on a pris quand même 2000 points sur le mois. Donc bon, on va se contenter de ça, on va dire. Mais Ineos a fait mieux en termes de points, et Lidl Trek a fait quasiment pareil. A fait mieux même en termes de points ici, non, Lidl Trek sur le mois a fait mieux, donc ça montre bien que cette formation là pour le moment c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment loin d'être suffisant du côté de la Visma Leasebike, donc il va falloir réussir à se remettre dedans et surtout à retrouver un effectif opérationnel. Le vrai problème de cette équipe pour le moment Visma, c'est l'effectif qui n'est pas opérationnel. Une grande partie des coureurs sont absents et là, ça pose quand même de véritables soucis. On poursuit. Troisième équipe, la Soudal Quick-Step. Le début d'année avait été timide du côté de la Soudal Quick-Step. Certes, on avait Merlier, on avait Magnier, mais c'était quand même peut-être un peu trop timide. On était à un peu plus de points marqués que la Visma, mais c'était loin d'être exceptionnel. Et bien là aussi, on est sur le tempo de la Visma Leasebike, qui a eu du mieux, notamment Landa et le Cerf, qu'on fait un bon tour de Catalogne notamment, mais c'est vrai que Paul Magnier, le Tirreno Adriatico de Paul Magnier fait manquer beaucoup de points à cette formation. Il ne faut pas négliger l'absence encore de Remco Evenepoel jusqu'à la Flèche Brabançonne. Normalement, il doit reprendre le mercredi après Paris-Roubaix du côté de la Flèche Brabançonne. Donc on espère qu'il sera tout de suite opérationnel, Remco Evenepoel, pour marquer des gros points, notamment avec la campagne des Ardennaises. Mais oui, tu vois que Lamperti, ça marque pas beaucoup de points. Et ça, c'est vrai que du côté des jeunes, c'est dommageable. Et puis, Paul Magnier, sur Tirreno, ça a été compliqué. Et ce qui fait que sa campagne des classiques, sa deuxième portion de classiques, pour le moment, n'a pas été exceptionnelle du côté de Paul Magnier. Donc, il y a encore du travail du côté de la Soudal, qui n'a pas tant d'avance que ça pour la deuxième place. On est à moins de 2000 points entre la Soudal et la Lidl Trek. On est à un peu plus de 1500 points d'écart. Donc autant dire que vu la forme que tient la Lidl Trek, notamment, et la Ineos, ce classement pour la troisième place pourrait pas mal évoluer peut-être dans le reste de la saison si, encore une fois, Remco Evenepoel n'était pas exceptionnel. La Lidl Trek, ça a été très bon, la Lidl Trek, 4653 points, c'est la deuxième équipe de ce classement. Elle est passée devant la XDS Astana pour pas grand chose, mais elle est passée devant la XDS Astana, la Lidl Trek, donc qui était à 1925 points il y a un mois, donc passé à 4006, donc 2500 points, 2700 points même de marqués, donc largement plus que la Visma ou que la Soudal Quick-Step, notamment les résultats de Mats Pedersen ont fait beaucoup de bien. Jonathan Milan aussi qui a marqué des gros points du côté de cette formation. N'oublions pas la victoire de Jasper Stuyven aussi du côté de la Lidl Trek. Juan Pedro Lopez qui a fait un classement du côté du Tour de Catalogne, je crois me souvenir. Giulio Ciccone toujours là. Oui, ça marque des gros points. Alors dommage, par exemple, un Gegenhardt, un Lennart Kemna qui n'est pas encore revenu à un très très bon niveau pour des coureurs de ce type-là. Mais Skiel Moseux, il marque toujours ses petits points. Donc pour le moment, c'est du très solide du côté de la formation américaine. Et on voit l'augmentation du budget avec l'arrivée du co-sponsor Lidl. Ça se voit quand même de plus en plus. Et en termes de points UCI, maintenant c'est une formation, alors je dirais qu'il n'est pas encore en capacité de rivaliser avec les deux ogres de devant, mais qui est quand même devant Ineos, qui est toujours devant la Red Bull Bora-Hansgrohe. Donc c'est une équipe qui arrive toujours à collectionner les bons résultats. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que j'ai oublié de parler chez UAE, il y a eu Juan Ayuso aussi, parmi les mecs qui ont eu des résultats, et Del Toro aussi, qui ont marqué des gros points.
Il y a tellement de talent chez UAE qu'on en oublie forcément toujours un peu. Donc Lidl Trek, bon mois de mars. Bon mois de mars du côté de cette formation. Pedersen a été très bon, on a très bien géré avec Pedersen et Ghana, je pense, pas Ghana, et Milan, pardon. Je pense à Gand, Wevelgem, où on a fait 1 et 3. Et puis, ouais, beaucoup de résultats depuis le début de saison pour cette formation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Devant Ineos, pas un mauvais mois d'Ineos. Hein. Le mois de mars d'Ineos, c'est vraiment pas mal. Si on regarde plus en détail, Ineos était à 1515 points. C'est-à-dire qu'ils avaient marqué 400 points de moins que la Lidl Trek. Et ils avaient marqué donc que 300 points de plus. Il y avait moins de 300 points de plus de marqués par Ineos par rapport à la Soudal Quick-Step. Donc vous voyez que désormais la Soudal Quick-Step est à 1000 points. Et vous voyez également qu'il n'y a plus que 200 points d'écart avec la Lidl Trek, qui pourtant a fait un bon mois également, la Lidl Trek. Donc c'est-à-dire que vraiment la période de Ineos a été pas mauvaise. Alors ils sont encore derrière Astana en termes de points marqués, mais quand même leur nouvelle manière de courir, que moi j'ai quand même bien apprécié, a l'air de commencer à porter ses fruits. C'est vrai qu'ils ont fait un très bon Paris-Nice. Ils ont marqué beaucoup de points sur Paris-Nice. Ghana sur Tirreno, ça t'a fait marquer des points. Bon Milan-San Remo également de Filippo Ganna, ça te fait marquer d'autres gros points. Sheffield aussi. Bernal et Lorenz de plus sur le dernier Tour de Catalogne qui ont aussi eu des résultats plutôt satisfaisants. Alors dommage, c'est Arensman et Rodriguez qui eux n'ont pas marqué énormément de points sur la même période. Axel Laurence, pour l'instant, qui n'est pas forcément un bon tempo. On peut rappeler également la victoire de Caleb Ewan. Alors même s'il ne doit pas encore compter dans les points, parce que je rappelle que les points UCI, c'est seulement sur les 20 premiers coureurs de chaque équipe au classement UCI. Donc Caleb Ewan n'est pas encore dans ce classement-là du côté d'Ineos, mais on voit qu'il y a eu quand même pas mal de bons résultats du côté de cette formation. Et forcément, quand tu commences à enchaîner les bons résultats, et ça fait des points UCI. Et ça fait 4400 points UCI, ce qui est pas mal. Et donc, qui fait que l'écart avec la Lidl s'est stabilisé. Ils ont pris de l'avance de nouveau par rapport à Red Bull et par rapport aux formations qui sont derrière. Et on voit que la Soudal et que la Lidl Trek ne sont pas très loin. Donc la bagarre pour la 3e place est toujours faisable, est toujours possible du côté d'Ineos. Donc ça, c'est très intéressant. Red Bull Bora. Alors Red Bull Bora qui avait marqué beaucoup de points en début de saison, notamment grâce au Tour de Nander, eh bien Red Bull Bora était à 1710 points, c'est-à-dire qu'ils avaient marqué 200 points de moins que la Lidl Trek. Et bien on voit que la différence a vraiment augmenté du côté de la Red Bull Bora. Ils avaient marqué également plus de points que Ineos, malgré pourtant Primoz Roglic. Malgré Primoz Roglic et Pellizzari également, je crois qu'il doit faire top 20 sur le Tour de Catalogne, eh bien on a du mal à marquer des points. Déjà parce que la campagne des classiques a été un fiasco. Pourtant on avait mis beaucoup de moyens sur cette campagne des classiques. Pitti, Tratnik, les frères Van Dijk, notamment Oyar Lascano. Pour le moment ils sont tous passés à côté. On a marqué très peu de points sur ces courses-là. Sam Welsford, oui, Sam Welsford, c'est l'homme du mois de janvier, mais en mars, là aussi, très discret pour le moment, Sam Welsford. Et oui, on a Roglic qui t'apporte des gros points, Lipovic également, qui a fait un très bon Paris-Nice, mais ça ne suffit pas, car dans ton collectif, Vlasov a été discret. Même si il a bien fini Paris-Nice avec son classement général n'a pas été bon du côté de Vlasov, même s'il finit plutôt bien Paris-Nice. Et Jane Lay, par exemple, a été visible sur Tirreno Adriatico, mais pas suffisant pour marquer des top points. Du côté de la Red Bull Bora, il manque vraiment les sprinters, les routiers sprinters, pour le moment, n'ont pas été suffisamment bons du côté de cette épreuve. Donc là, du côté de ces épreuves du mois de mars. Donc la déception du côté de la Red Bull Bora Hans Grohe, parce qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis forcément, Alpecin reste en embuscade derrière, il y a seulement 1000 points d'écart.
Et surtout, Ineos, c'est le même devant à 4000 points. Donc ça, c'est pas l'idéal pour la Red Bull Bora. Un peu moins de 4000 points, hein, 3008 plutôt. Alpecin de Koninck, donc 7ème. Alpecin de Koninck qui était combienième au classement? Déjà 7ème. Hein. Oui, voilà, ils étaient restés devant Alpecin. Le début de saison n'avait pas été bon du côté de cette formation. Seulement 625 points de marqués. C'était pas beaucoup mieux que la Lotto, par exemple, à ce moment-là. Eh bien, on voit que l'écart a agrandi toujours cette période du mois de mars, mois de mars-avril. C'est quasiment la moitié des points sur la saison du côté d'Alpecin de Koninck, avec notamment également un très bon Tibor Del Grosso sur le Tour de Catalogne, qui a rivalisé avec Matthew Brennan. On a eu également Philipsen, on a eu surtout Van Der Poel, qui ont eu des très bons résultats. On est quand même en retard par rapport à l'an dernier, parce qu'on voit que l'an dernier, l'équipe a marqué 15 000 points, Alpecin. On n'est pas, ça sera compliqué, je pense, de faire aussi bien que l'an dernier, même si Van Der Poel cartonne sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix. J'ai l'impression qu'on a pris un petit peu de retard du côté de cette formation Alpecin. Ça reste quand même une saison, encore une fois, très correcte. Mais encore une fois, cette équipe est dépendante de ce mois de mars. Imaginons une année, Alpecin marquerait 500 points en mars-avril. C'est sûr que tout de suite, la saison deviendrait extrêmement complexe pour cette formation. Il ne faut pas se rater sur cette période-là de la saison. C'est une obligation. Et on a vu avec le retour de Van Der Poel, notamment au Samin, que ça a fait beaucoup de bien à cette formation au niveau des points UCI. Et puis la victoire également sur Milan-San Remo aussi, du côté d'Alpecin de Koninck et de Mathieu Van Der Poel. La Groupama, pas bon la Groupama, 1905 points seulement de marqués depuis le début de saison. On est plutôt dans le bas du classement du côté de la Groupama, et surtout un très mauvais mois de mars. Il est même moins bon que celui de la Lotto. On ne peut pas dire pourtant que la Lotto était fantastique, mais seulement 800 points marqués en mars, ce qui est vraiment pas un très grand score du côté de cette formation. Alors pourtant, il y a eu Stephen Kung, mais Madouas par exemple a été extrêmement discret. Gaudu, absent, là aussi, ça te coûte forcément des points. Romain Grégoire peut pas être au four et au moulin au bout d'un moment. Et oui, un nombre de points très faible, voilà, du côté de cette formation. Alors oui, il y a eu un peu Paul Penouet, mais on a vu sur les manches de Coupe de France, assez discret également du côté de cette équipe. Et c'est vrai qu'avec 1905 points, eh bien pour le moment, on est en retard par rapport à ce qu'on avait fait en 2024. Et on voit qu'en 2024, on avait déjà fait quand même 2000 points de moins, plus de 2000 points de moins, 2600 points quasiment de moins qu'en 2023. Donc quand on vous disait que les résultats de cette équipe vont plutôt en décroissant, eh bien vous avez les points UCI. Là, c'est assez visible là, du côté des points UCI sur la descente un petit peu de cette formation. Et oui, du côté de la Groupama FDJ, eh bien, c'est un début de saison vraiment pas exceptionnel du côté de cette équipe. Guillaume Martin, ça il faut qu'on en parle, mais Guillaume Martin pour le moment est quand même extrêmement discret. On a plus entendu parler de lui parce qu'il a repris, parce qu'il a accolé le nom de sa mère au nom de son père que pour ses résultats sportifs. Pour le moment, Guillaume Martin, donc ça serait bien également d'un petit peu se réveiller, voilà, du côté du coureur français. Et puis oui, t'as un manque de résultats, pour le moment du côté de cette formation. On poursuit, la Bahreïn, quasiment 3000 points pour la Bahreïn. La Bahreïn qui était loin au classement, parce que déjà elle a gagné une place, elle est passée devant la Lotto, on voit que là c'est assez serré pour la 8e place, puisqu'à l'époque elle était à 26 000 points, c'est-à-dire qu'elle était à 400 points de la Lotto, elle est passée devant. Elle était à 1500 points également de la Groupama, et là l'écart c'est vraiment réduit, on est à 800 points, et donc désormais 200 points d'avance sur la Lotto, donc 600 points de récupérer par rapport à ces formations.
Et la Bahreïn qui avait marqué 1400 points, donc à peu près doublé son score. Voilà, sur ce mois de mars. Bien entendu, du bon Lenny Martinez. On a vu également quelques placettes sur les classiques flandriennes, je pense notamment à Fred White, mais surtout voilà, Lenny Martinez. Tiberi également qu'on a un peu vu, donc ça fait des points, ça fait quelques résultats du côté de cette formation, donc on verra maintenant quelle sera la suite du côté de la Bahreïn Victorious, mais l'idée est de toute manière de rattraper la saison 2024 qui n'avait pas été bonne du tout avec seulement 9500 points de marqués. C'est pour ça que l'équipe était, je crois, 11e en début de saison, quasiment au niveau de la décathlon. Là, l'équipe s'est quand même bien rattrapée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et on espère que les résultats viendront, notamment avec les coureurs, les grimpeurs de cette équipe. N'oublions pas non plus les sprinteurs avec Phil Bauhaus, notamment du côté de cette formation, qui arrive toujours à obtenir des résultats. Malgré tout, ce mois de mars, Mohoric, transparent depuis le début du mois de mars, depuis le début de saison et on va dire un petit peu la saison dernière, n'a pas réussi à marquer de gros points et vraiment transparent pour le moment Mohoric. Donc c'est plutôt Fred White qui marque les gros points du côté de cette formation. On poursuit avec la Lotto. 1005, même pas 1500 points, on est à 1441 points du côté de la Lotto. Alors 900 points de marqués, parce qu'on était à 547, donc 900 points de marqués, mais c'est un pécule extrêmement faible. On est même sur le pécule le plus faible avec Arkea. Du côté des équipes majeures, et sur les équipes qui sont dans le top 18, eh bien c'est le moins bon score. Même Intermarché a fait plus. Arnaud Delis complètement absent. Alors on compense avec Segart, avec Arven Livins, avec Beck Moès par exemple. On a Van de Velde, mais le problème de Van de Velde, c'est le fait qu'il se fasse avoir dans les coups de bordure. Ça coûte énormément de points UCI. Ça, c'est vrai que c'est un problème parce que ça soit en Catalogne, que ça soit sur les épreuves où on a vu du côté de Van de Velde, il a perdu. C'était pas la Catalogne, pardon, où il perd sur la bordure. Je sais plus c'était quelle épreuve où il perd du temps sur la bordure, mais ça coûte forcément des points UCI. Les bordures, vous perdez 3-4 minutes et vous êtes un petit peu hors jeu pour le classement général sur ces épreuves-là. Et au bout d'un moment, ça commence à s'accumuler du côté de cette formation, avec des grimpeurs qui sont quand même pas extrêmement bons et un effectif qui n'est pas incroyable. Très clairement, avec ce niveau-là de performance, tu restes pas en World Tour en 2028. Fin 2028, tu redescends en deuxième division. Donc s'ils veulent rester en World Tour, il va falloir trouver un co-sponsor. Ça va devenir une obligation pour pouvoir un petit peu gonfler l'effectif. Parce que pour le moment, ça reste beaucoup trop faible du côté de cette formation. Donc pas grand chose à dire, à part que Arnaud Delis marque quasiment pas de points. Et c'est vrai que par rapport à il y a 2 ans, où il avait marqué des points, Arnaud Delis en 2023, forcément ça te coûte très cher du côté de la Lotto, parce que on est pour le moment très en retard par rapport aux résultats de 2023 et même aux résultats de 2024, qui n'était déjà pas une très grande année. 2024, si on regarde bien, c'était moins bien que Décathlon, c'était moins bien que pas mal de formations. Donc oui, du côté de la Lotto, il va falloir vraiment se réveiller grandement là, en termes de résultats, parce que sinon ça risque d'être vraiment... on risque d'avoir une équipe en grand danger du côté de cette formation. Donc il va falloir se réveiller. La Décathlon qui était à 1383 points. On est passé désormais à 2156 points, donc c'est pas fantastique, là aussi un faible butin du côté de cette équipe. On a eu quelques résultats, mais ça reste un peu maigrichon du côté de cette équipe. Alors certes, il y a eu Paris-Camembert qui n'est pas compté dans ce classement, notamment avec Paul Sexas. On a eu Pierre Gauthera également qui a marqué quelques points
notamment sur les classiques flandriennes. Mais en dehors de tout ça, ça reste trop léger du côté de la Decathlon AG2R, notamment comparé à l'an dernier. Alors l'an dernier, ils avaient été très bons, mais c'est vrai que là, comparé aux autres équipes au niveau du classement UCI, bah, on est plutôt sur l'arrière-garde. Et vu les moyens de cette équipe, ce n'est pas vraiment très rassurant. Mais c'est vrai que Félix Gall, au final, ne fait pas un très bon classement général sur Paris-Nice. Donc forcément, ça te coûte des points. Et puis sur Tirreno, on n'avait pas emmené grand monde non plus. Donc un petit manque de densité du côté de l'effectif. Et c'est vrai que l'an dernier, Ben O'Connor avait marqué énormément de points sur cette première partie de saison. Ce qui avait fait beaucoup de bien à l'équipe aussi. Outre les résultats, notamment à Classique Araen l'an dernier ou sur pas mal de classiques où vous avez été présents. Donc là, du côté de la Decathlon, ça n'a pas été fantastique. Après, bon, on savait que le mois de mars, ça n'allait pas être facile pour une équipe qui n'a plus forcément comme ambition d'être performante sur ces classiques printanières. Donc c'est sûr que c'est pas forcément leur meilleure période pour eux. C'est redevenu un petit peu une équipe de grand tour, la Decathlon. Mais là, ça s'est bien vu du côté de cette formation. Alors l'AEF, ça ne compte pas la victoire de Nelson Poles, mais c'est vrai qu'on a vu lors de la victoire de Nelson Poles que l'équipe était pas forcément exceptionnelle. Après un bon mois de janvier du côté de l'équipe, ça s'est un petit peu tassé. Du côté de cette formation, l'AEF qui était à 843 points, donc désormais du côté de l'AEF on est à 1995, donc un peu plus de 1100 points, 1200 points de marqués, donc c'est mieux que Decathlon, c'est mieux que Groupama notamment ou que la Lotto du côté de l'AEF. Mais c'est sûr qu'on voit la Movistar grappiller des points sur cette formation-là. Israël également qu'en a marqué un petit peu plus. Voilà, après, c'est un début de saison correct, mais sans plus, voilà, du côté de l'AEF. Pas grand-chose d'autre à dire. On est plutôt, j'ai envie de dire qu'on est quand même toujours dans le tempo de 2024 et 2025. C'est pas forcément une équipe qui fait énormément de coups d'éclat. C'est vrai qu'on aurait pu attendre un petit peu mieux de Richard Carapaz. Par exemple, on n'a pas encore vraiment vu Alex Baudin aussi du côté de cette formation, par exemple. Donc il y a quelques coureurs comme ça qui ont un peu du mal. Albanese aussi, par exemple, du côté des recrues. Pour l'instant, c'est un petit peu trop discret du côté de la EF. La Movistar, quasiment 3000 points de marqués pour la Movistar. La Movistar qui était à 2099, donc on voit que ça s'est un peu ralenti sur ce mois de mars. On avait très bien démarré avec notamment Castrillo, Romeo, qui ont eu un petit peu plus de mal sur les épreuves World Tour, notamment sur Paris-Nice, parce que les deux étaient du côté de Paris-Nice. Bon, du côté du sprint, c'est toujours aussi compliqué. Sur les classiques flandriennes, eux qui, il y a quelques temps, avaient quand même réussi à obtenir quelques résultats, notamment l'an dernier avec Lascano, mais même sur les saisons précédentes, là, le collectif passe à travers. Je ne sais pas si c'est à travers, mais parce que ça n'a jamais été une grande équipe de flandriennes. Quand ils arrivent à obtenir des résultats sur les flandriennes, c'est plutôt une exception du côté de la Movistar. Mais là, c'est vrai que ça n'a pas été fantastique. Du côté de cette épreuve-là, ils les traversent un petit peu de manière invisible du côté de la Movistar. Donc voilà, un petit ralentissement sur le mois de mars. Après, ils ont toujours 6000 points d'avance sur Uno X, qui est le premier relégable. Donc tu as quand même une marge de sécurité pour le moment qui reste encore très importante du côté de la Movistar. En gros, même s'ils marquent 2000 points dans l'année, ça suffira. Ils vont les marquer les 2000 points. Donc normalement, la Movistar n'est absolument pas en danger pour le moment. Quand on a quasiment 4500 points d'avance sur la Picnic, je dirais qu'on a quand même plutôt une grosse marge pour le moment. Pareil du côté d'Israël. 2400 points pour le moment marqués du côté d'Israël. On peut notifier les bons résultats d'Ethan Vernon, notamment dans ce mois de mars. Israël était même 15e, ils sont remontés un petit peu dans le classement. Ils avaient marqué seulement 1000 points. Israël, donc ils ont marqué 1005 sur le mois de mars, donc c'est plutôt pas mal. Et ils étaient 15e, donc ils sont passés
devant qui? Devant Intermarché, devant Jayco. Non, ils sont passés devant Jayco Aloula. Bon, il y avait seulement 100 points d'écart. Et puis surtout, il y avait 600 points d'écart avec Intermarché. Et là aussi, l'avance s'est légèrement accrue. Entre ces deux formations, ça s'est même plutôt bien accru du côté d'Israël, donc c'est plutôt un bon mois de mars. Des résultats sur cette période, il y a eu également des points marqués par Corbin Strong notamment. Vous avez Ethan Vernon qui a été bon sur le Tour de Catalogne, et puis on arrive toujours à placer des coureurs dans les top 20 sur les classements généraux des grands tours, même si c'est pas forcément une équipe qui fait de grands coups depuis le début de saison. C'est vrai qu'on a assez peu vu notamment un Stephen Williams du côté de cette formation Israël Première Tech. On arrive quand même à s'en sortir et à marquer des gros points. Donc on peut être satisfait du côté de cette formation. Et puis surtout, je dirais que la qualif pour le World Tour est quasiment assurée du côté d'Israël Première Tech. Eux, ils ne sont pas vraiment inquiets pour le moment de la suite. Du côté d'Israël, pas vraiment de peur sur le fait que pour les 3 prochaines années, ils vont être du côté du World Tour. On poursuit avec ce point UCI, avec la Jayco Aloula. J'ai pas grand chose à dire sur la Jayco Aloula. Sur un mois, la formation a pris 800 points. 800-900 points, ce qui est bon, plutôt dans la moyenne basse, vous avez compris du côté du World Tour. Ouais, pas grand chose à dire. Jayco Aloula, c'est avec Matthews est moins bon que l'an dernier. Surtout, Matthews n'a pas été aussi performant du côté de Milan San Remo. On n'a pas beaucoup vu non plus Groenewegen, par exemple. Ben O'Connor, un peu trop discret aussi pour le moment, donc t'as pas beaucoup de points de marquer. C'est pas une catastrophe, mais ça serait bien que ça commence à accélérer le rythme un petit peu, parce que vous voyez que avec 5000 points d'avance, ça reste une équipe qui peut être en danger. Ça reste quand même compliqué pour Renault X, pour Astana d'aller chercher cette équipe. Mais faudrait pas non plus que ça mette trop longtemps à démarrer. Ça, c'est une vraie obligation du côté de la Jayco Aloula. Il y a plus de choses à dire sur la Intermarché Venty, l'équipe de Binyam Girmay. Alors la Intermarché qui pour le moment a un début de saison extrêmement discret, 726 points seulement marqués, ça c'était au mois de mars. Et bien au mois d'avril on est à 1524, c'est-à-dire qu'on a à peine doublé ce total de points, donc c'est quand même très faible. Très clairement, les raisons, Binyam Girmay pour le moment beaucoup trop discret, on ne l'a pas vu pour le moment, Binyam Girmay. Et le reste de ton équipe, Arne Marit par exemple, Tyson, bon on a vu un petit peu Lorenz Rex, mais ça a du mal à rentrer dans les top 10 quand même pour le moment. Ça a du mal à marquer des gros points sur les classiques flandriennes, par exemple, du côté d'Intermarché. Et ça commence à être un petit peu inquiétant. Vous avez également, par exemple, sur Paris-Nice, ils ont été inexistants. Paris, on a vu un petit peu Taco Van Der Horn sur la première échappée, et puis ensuite ils ont été inexistants. Sur Tirano, ça n'a pas été beaucoup mieux non plus. Globalement, en montagne, ils n'ont pas grand monde. Louis Mentis, est quand même plus proche de la fin que du début de carrière. Hub Hart et Fort Prost, c'est tendre, donc c'est pas encore suffisant. Et on n'arrive pas à marquer des gros résultats. C'est peut-être, je me disais, le pire début de saison d'Intermarché depuis très longtemps. C'est vraiment, je pense que depuis l'époque Wanty, groupe Gobert, ça faisait peut-être depuis 2019, 2018, où cette équipe est quand même très très discrète et voire à la limite de l'inexistante. Donc c'est vrai que c'est pas très rassurant quand même sur la situation en ce moment de cette formation. Pas de grands résultats, pas de grands résultats positifs pour le moment du côté d'Intermarché Venty. Ça serait bien que oui, ça démarre, mais on est quand même dépendant de Girmay. Ça reste un fait. Et quand vous êtes dépendant comme ça d'un coureur, ou d'une période de la saison, si vous n'arrivez pas à être performant sur cette période-là,
ou si ce coureur-là n'arrive pas à être efficace, bah derrière, vous commencez à être en danger. Et comme Intermarché n'était pas sauvé à la fin de la saison dernière, hein, bah tu te retrouves dans la zone orange. Alors l'avantage c'est que tu as encore 2000 points d'avance, enfin pas 2000 points d'avance, mais 1500 points d'avance sur Cofidis et Picnic. Sauf que tu vois que Cofidis a quand même marqué 600 points de plus que toi. Que Picnic a quand même marqué là aussi 100 points de plus. Et puis je parle même pas d'Uno-X et Astana où là vraiment la différence de points est assez impressionnante. Donc là aussi, il va falloir trouver des solutions du côté d'Intermarché parce que sinon, si Astana continue à ce rythme-là et si Astana marque le double de points d'Intermarché, bah, ça ne le fera pas en fin de saison. Donc il va falloir vraiment réussir à se remettre dedans, ça va être très important. Et puis Cofidis, ça reste une équipe qui est en danger. Cofidis, ça reste une équipe qui avait vraiment bien démarré l'année. Hein. Cofidis, c'est vrai qu'ils sont partis sur les chapeaux de roue. On était à 1126 points. Donc ça, 1126, c'était en mars. Donc on a marqué 1000 points. Un peu plus de 1000 points sur la période suivante, hein, donc sur cette période du mois de mars. Ça reste... en fait, c'est une équipe qui va rester en danger jusqu'à la fin de saison. Donc il faut bien répartir également ses efforts. Si tu mets tout sur la première partie d'année, mais ensuite tu craques, bon, c'est pas forcément l'idée du siècle. Oui, Uno-X c'est dangereux, parce que Uno-X c'est à 2000 points. Donc Uno-X c'est dangereux. Astana est revenu à 2000 points malgré tout. Est-ce que Astana va réussir à continuer sur ce rythme jusqu'en juin ou jusqu'en juillet? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas s'arrêter du côté d'Astana? Bon, Arkea, vu leur saison et vu l'effectif, pour moi, ils sont maintenant hors jeu. Mais ça va jouer oui, entre 4 équipes. Hein. Ça va jouer Uno-X, XDS, Picnic, Cofidis. L'avantage, c'est que pour le moment, par rapport à Intermarché et Picnic, le début de saison est meilleur. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça va être pas mal. Après, tu sais très bien que Cofidis, il mise quand même beaucoup sur Dylan Tunt. Donc on va voir notamment sur le Tour des France ce que ça va donner du côté de Dylan Tunt. Mais tu sais aussi que sur les grands tours, il y a peut-être des choses à faire. L'an dernier, Guillaume Martin en plus était passé un petit peu à côté. Donc il y a peut-être des choses à tenter sur les grands tours. Notamment pour Frétin et pour Brian Cocard notamment. Oui, c'est sûr que Cofidis va être en danger jusqu'à la fin de saison. Voilà, bon, là, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ça va être une situation compliquée, comme la Picnic Postenel. Alors la Picnic Postenel, 1633 points de marqués. Ils étaient à 879. La Cofidis leur est passée devant, hein, parce que la Cofidis était 18 et 18 et est passée 17. La Cofidis qui avait 200 points de retard sur cette formation-là. Et la Cofidis donc, qui a rattrapé son retard déjà par rapport à la Picnic post-Enel. Et surtout, on voit hein, là aussi hein, que la Uno-X se rapproche avec des résultats très positifs sur le mois de mars du côté de la Uno-X et que c'est plus compliqué pour la Picnic post-Enel. En plus, mauvaise nouvelle, Jacobsen qui pour le moment est complètement absent. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir miser sur les jeunes. Le problème de miser sur les jeunes, c'est que déjà ça met beaucoup de pression à des coureurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans cette situation-là. Donc parfois certains vont peut-être mal réagir. Et puis après, Picnic Postenel, en gros, tu as un effectif où tu as des coureurs que tu as misé dessus, mais tu sais pas trop ce que ça va donner. Encore, Oscar Andy, on pense que ça va bien marcher. Max Poul aussi. Je pense à Andresen. Mais c'est des coureurs qui vont encore faire des erreurs. Est-ce que les points que vont te coûter ces erreurs-là vont te faire très mal à la fin? C'est une grande interrogation. On a quand même aussi la grande question, c'est Romain Bardet, hein, qui est absent depuis les classiques de Romardèche, qui n'a pas repris. Là aussi, quel va être son niveau à son retour, Romain Bardet, parce qu'il n'est pas habitué à courir aussi peu au final.
Et puis après, bah oui, tu as Vandenbroek, mais qui n'a pas montré tant de choses que ça, vers Marqueux également, l'américain. Donc on est un petit peu dans une situation compliquée pour la pique-nique post-nénale. Là aussi, il va falloir réussir à relancer la machine, à redémarrer, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis, eh bien, la Uno X, très bonne période pour la Uno X, les classiques flandriennes. Bon, on sait que c'est une période qui pouvait être faste pour eux. Ils avaient les coureurs qui avaient le talent pour ces épreuves-là. Mais là, on voit que vraiment, ils ont rattrapé beaucoup de leur retard. Uno X a été derrière Arkea. Alors certes, l'écart était d'une centaine de points, mais Uno X était à 1100 points. Uno X, 1100 points. Et bien, désormais, 2850. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a vraiment extrêmement bien performé sur la période du mois de mars, notamment Vareskjöld, notamment vous avez Abrahamsson également, vous avez Alexander Christophe, Rasmus Stiller même qui a marqué quelques points, et ça c'est très satisfaisant du côté de cette équipe. On a retrouvé même un peu Tobias Aland Johannesson 11e du côté de Tirreno Adriatico. Voilà, on arrive à marquer des résultats, à marquer des points sur pas mal de courses, et ça commence à vraiment bien porter ses fruits du côté de la Uno X. Et puis eux, ce sont des morts de faim. C'est-à-dire que s'ils peuvent aller chercher la place en World Tour, ils vont aller la chercher, la place en World Tour. C'est des affamés, les Vikings, les Uno X. Il y a vraiment une mentalité d'y aller jusqu'au bout. Et eux, ils vont être très dangereux, Uno X. Parce qu'à ce stade-là, on peut se dire peut-être à un moment, ça va baisser de rythme, ça va s'arrêter. Uno X, c'est pas si sûr. Uno X, ils ont les sprinters. Potentiellement, ils ont les coureurs en montagne aussi. Ils ont quelques punchers. Notamment, je pense, Andreas Krohn. Donc, ça risque d'être dangereux. Et on voit que le changement de matériel, le passage au vélo Ridley, comme l'an dernier avec Decathlon qui était passé sur les Van Rysel, ça leur a fait du bien. Ça leur a fait beaucoup de bien du côté de la Uno X. Donc là, et puis il y a des jeunes coureurs qui arrivent à maturité. Il y a des coureurs qui arrivent à 27-28 ans. Là aussi, c'est l'idéal pour avoir les résultats. Donc là, c'est une équipe qui va être extrêmement dangereuse à partir de maintenant. Donc il va falloir faire attention. Astana, qui poursuit son tempo. Astana, 4507 points, c'est-à-dire dans le top 5 des équipes qui ont marqué le plus de points depuis le début de saison. On était à 2830. Voilà, donc on a marqué quand même 1700 points sur la période du mois de mars, ce qui est quand même excellent. J'avais eu un peu peur d'un ralentissement, je vous en avais parlé au niveau de Paris-Nice. J'ai pas eu du flair parce que le ralentissement, il est absolument pas là. C'est une équipe qui, en ce moment, est sur un énorme tempo et puis la dynamique positive. C'est-à-dire que la dynamique positive, quand ils étaient à 5000 points de retard l'an dernier, personne ne se disait, quand tu as 5000 points de retard, tu te dis bon, c'est mort. Et puis là, tu commences à y croire de nouveau. Et puis, tu as les résultats. Et puis, tu as toujours cette envie, de toute manière, d'être dans les premières équipes au classement UCI. Parce que, encore une fois, Astana, dans la situation où ils sont pour le moment, de toute manière, certes, ils ne seraient pas techniquement au World Tour l'an prochain. Sauf qu'ils feraient toutes les courses World Tour. Ils seraient invités sur toutes les épreuves, vu qu'ils seraient numéro 1. Ils seraient devant Uno X. Là, pour le moment, c'est tout bénef pour eux. Donc Astana, là, ils sont quand même sur un tempo qui est toujours aussi bon. Est-ce qu'ils vont rester en World Tour? Ça, c'est quand même une interrogation. Mais de toute manière, en 2026, ils seront toujours sur les courses World Tour. Ça, je crois qu'on peut déjà quasiment le dire. Vu la marge qu'ils ont par rapport à Tudor, par rapport à Total Energy, par rapport à Q36, ils ont une marge par rapport à ces structures-là. Donc ils seront sur les grands tours, par exemple Astana, le tempo est là. Alors c'est dommage, c'est du Chessball par exemple qui a un peu du mal à performer, mais on a vu Ballerini, on a vu même un petit peu Fortunato, on a vu les grimpeurs de l'équipe, Champoussin qui a fait également un très bon Paris-Nice, Terrada aussi, il y a Harold Martin. Par exemple. Donc là, c'est vrai qu'ils enchaînent quand même les bons résultats du côté de cette formation. Donc c'est très satisfaisant. Arkea, c'est la pire équipe. Non, celle qui joue le classement, c'est celle qui a marqué le moins de points.
plus de 200 points de retard par rapport à Lotto, et on a dit pourtant la Lotto n'a pas fait un début de saison fantastique. 2 places de perdu, hein, Astana et Uno-X sont passés devant. Vous voyez que même Total Energy a marqué 300 points, enfin 250 points de plus. Je parle même pas de la Tudor, la Q36.5. Bon, bah là, c'est mort parce que... moi, je disais déjà que ça allait être compliqué quand tu voyais l'effectif et le recrutement à l'intersaison. Le recrutement à l'intersaison, quand tu regardes le recrutement de la Cofidis, quand tu regardes le recrutement de Astana, c'est petits joueurs. C'est vraiment très faible, le recrutement. C'est quasiment que des coureurs qui étaient dans la réserve qui sont passés dans l'équipe 1. Donc forcément, ce genre de résultat est rarement satisfaisant. En gros, personne n'arrive vraiment à performer. Démarre, on est un peu mieux que l'an dernier, mais ça reste pas le rendement qu'il avait chez FDJ. Et après, en gros, Vauquelin peut pas tout faire. Donc Vauquelin là, a été un petit peu absent sur la période du mois de mars. Bon, tu vois tout de suite, les résultats sont pas là. Hein. Il n'y a personne qui peut compenser Vauquelin. Mais le gros problème d'Arkea, on revient toujours sur le même souci au départ. Arkea n'a jamais compensé le départ de Quintana. Ils n'ont jamais compensé le départ de Quintana. Comment ils sont arrivés en World Tour, Arkea? C'est grâce au point de Quintana. Donc il leur fallait un grimpeur. Bon. Ils n'ont pas de grimpeur depuis 2 ans. C'est grâce au point amené par Warren Barguil aussi. Bon, en gros, Vauquelin a remplacé Warren Barguil, mais t'as jamais remplacé Quintana. Alors oui, t'as Mozzato, t'as Capiot, t'as Démarre. Oui, mais t'as pas un véritable grimpeur. Ah oui, t'as Christian Rodriguez, mais c'est trop faible. C'est trop faible. Aujourd'hui, Christian Rodriguez, il va pas faire top 10 sur le Tour de France. Donc là, la situation va être compliquée et je vois difficilement comment ils vont rester. Là, ils sont quand même dans une situation critique. Et puis, que va faire le sponsor? Parce qu'on sait que le sponsor... il va peut-être pas rester, hein, donc ça c'est aussi des inquiétudes supplémentaires. Bon, total, c'est pas mal, 1500 points. Quand tu regardes l'an dernier, ils en ont marqué 5000. Ils sont plutôt sur une bonne forme hein, du côté de la Total. Et puis la Tudor, là aussi on est pas mal. Et Q36, bon, qui a déjà presque qui a fait la moitié du score de l'an dernier quasiment, donc plus de la moitié du score. Autant vous dire que là, pour ces équipes-là, la forme est là, mais on commence avec trop de retard. Donc ça sera pour la prochaine échéance, pour 2028. Bon, autant vous dire que 2027-2028, il faudra compter sur Tudor et Q36.5 pour tenter d'aller attraper le World Tour. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!